Écoutez, Monsieur Noël, tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on peut faire la jonction. Là. Monsieur Noël a parlé tout à l'heure de la création d'une banque québécoise. On a justement avec nous là, Stéphane Blais qui est revenu tout à l'heure dû à un problème technique. Chose qui arrive. Oui. Et président du mouvement Intégrité Québec. Il est aussi comptable professionnel agréé. Une de ses passions dans les sujets politiques, c'est justement la création d'une banque nationale, véritablement nationale, qui appartiendrait au gouvernement québécois. Puis moi, je pense que plusieurs personnes est d'accord que si on veut vraiment l'indépendance, si on veut devenir souverain, avoir la souveraineté de notre économie, contrôler notre propre monnaie et notre propre banque, il faut arrêter de s'en remettre à des banques privées qui appartiennent à des oligarchies dictatoriales. On parle des Rothschild, on parle des Rockefeller et compagnie. Ça, c'est un piège, excusez-moi l'expression, mais c'est un vrai piège à con. En bon québécois, dans des intérêts qu'on ne pourra jamais rembourser. Puis tout pays a le droit à la souveraineté de sa monnaie. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on donne la parole là, à M. Blais qui va nous expliquer un peu sur une banque au Québec. Donc, M. Blais. Salut tout le monde. Alors, désolé pour tantôt. J'en ai profité en passant pour aller livrer une déclaration d'impôt de succession pendant que je faisais mon restart. Ça donnait bien. C'était pas volontaire. Écoutez, moi, je suis un souverainiste citoyen. Donc, les gens qui me côtoient savent que je suis président d'une compagnie qui s'appelle CanStar Fusion-Acquisition. Difficile de croire que je ne serais pas enclin à aimer le Canada. J'aurais aimé que ça fonctionne. Le Canada, sauf qu'avec tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a trop de paliers de gouvernement. Et on a également, on sait qu'on est dans un cul-de-sac constitutionnel et on sait également que nos institutions ne sont pas utilisées à bon escient. Quand je parle de ne sont pas utilisées à bon escient, le levier principal dont on ne parle pas dans les médias, c'est justement notre Banque du Canada qui, parmi le G7, est la seule banque détenue par un gouvernement, contrôlé à 100% par un gouvernement. Lorsque vous allez voir les états financiers de la Banque du Canada, vous allez voir que le détenteur, c'est vraiment le gouvernement du Canada qui détient 5000 actions. Est-ce que tout le monde est là encore? Oui? Oui. Parfait. Oui. Donc, par contre, on sait ce qui s'est passé là, en 1974. Dans le fond, le gouvernement a décidé de cesser d'utiliser la Banque du Canada comme levier de financement. On sait que de 1867 à 1974, la dette en valeur de dollars constant est à 23 milliards de dollars. Et par la suite, comme disait André Pitt tantôt, il y a une explosion de la dette publique et ce n'est pas pour rien. Alors, on justifiait justement le fait de ne pas utiliser notre Banque du Canada comme un prétexte de contenir l'inflation, sauf qu'on a transféré le financement de nos services publics aux banques privées, qui sont elles-mêmes contrôlées par une Banque du Canada, dont les membres du conseil d'administration sont suggérés au premier ministre par, on sait très bien, la Banque des règlements internationaux qui intervient au niveau des banques centrales partout sur la planète. Alors, on a un système monétaire, dans le fond, qui est contrôlé de façon centrale, qui est déjà mondialisé avec la Banque des règlements internationaux qui a été créée en 1930. Et lorsqu'on entend les banquiers et même les caisses populaires maintenant, je veux dire, j'ai des clients qui à l'occasion, je dois aller négocier des prêts, et on entend le banquier dire « Ouais, mais là, les règles de Bâle, il faut qu'on respecte les règles de Bâle. » Les règles de Bâle, là, c'est les règles de la Banque des règlements internationaux, Bank of International Settlements, qui est à Bâle en Suisse. Donc, c'est une banque privée qui est comme un État en soi, qui n'a pas à répondre à aucune règle d'État. Et c'est elle qui dicte les règles du jeu aux banques centrales, qui elle-même dicte les règles du jeu aux banques privées. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est simplement, un peu comme Marine Le Pen l'a dit dans une certaine entrevue, c'est récupérer le levier d'une banque centrale qui appartient 100% à un État. Et on sait que
si on détient 100% des actions d'une banque qui crée, on sait, de la monnaie à partir de rien, la création monétaire ex nihilo, si on confère ce droit-là à une banque centrale, elle va créer de la monnaie, elle va prêter l'argent avec un taux d'intérêt, dans le fond, à la fois au gouvernement du Canada, aux provinces et aux municipalités. Là, je parle comme si on était dans le Canada, on pourrait le faire. Les intérêts chargés, ben, en fait, le profit dans le fond, lorsqu'on charge des intérêts, c'est un revenu pour la Banque centrale, on le sait. Il y a quelques petites dépenses, naturellement, mais grosso modo, le profit qu'on fait nous est ristourné sous forme de dividendes. C'est pour ça qu'on dit, dans le fond, que les banques centrales fonctionnent exactement comme des banques privées. C'est simplement que si on fait un profit, c'est qui est propriétaire? C'est nous. C'est l'État. Alors, c'est sûr que pour Trudeau, c'était le Larbin Trudeau père et le Larbin Trudeau fils. C'était une chance exceptionnelle de pouvoir prouver, puisqu'il n'avait pas eu la fameuse bourse de Rhodes, de Cecil Rhodes, la bourse des mondialistes par excellence, que lui aussi pouvait rendre service à l'oligarchie en nous trahissant. Et naturellement, les médias en parlent pas beaucoup. Hein. On a eu une entrevue qui a été faite, je crois, il y a 2-3 ans avec Rocco Galati à CBC, là, le soir. Là, on le retrouve sur YouTube, cette entrevue-là, qui explique un peu ce qui s'est passé. Mais, donc, bref, on est pris pour emprunter à des banquiers privés pour financer, dans le fond, nos infrastructures et nos services publics. Et les intérêts sont faramineuses. En fait, Marine Le Pen, justement, parlait que depuis que la loi de Rothschild, celle où on cesse d'utiliser la Banque de France pour utiliser les banques privées, c'est 1200 milliards de dollars en intérêts qui ont été payés jusqu'à maintenant par la France depuis 1973 aux banquiers privés. Donc, quand on regarde Macron, qui est un larbin des Rothschild, il sort de l'institution justement de la banque Rothschild, c'est ce larbin-là qui va être au pouvoir, qui va succéder dans le fond à Hollande, qui lui aussi est un larbin. Même chose pour Sarkozy. Donc, bref, la France est mal foutue. Est-ce que Marine Le Pen va être la solution pour la France? Je vous dirais que si elle ne ment pas comme le fait Trump, parce que Trump a menti à son public sur plusieurs points. On commence à s'en apercevoir. Moi, ça fait longtemps que je m'en suis aperçu. Je supportais Trump, mais là, je le regarde aller, puis c'est simplement quelqu'un qui suit exactement le dictat probablement du complexe militaro-industriel. Et bref, en tout cas, bref, je ne vais pas trop m'écarter du sujet, mais c'est important d'être propriétaire de sa banque et de l'utiliser. Alors, le Canada est propriétaire de sa banque et il ne l'utilise pas. Donc, dans une souveraineté, moi, je ne comprends pas que depuis 1967, depuis la fondation du mouvement Souveraineté Association, jamais les sujets d'avoir une banque québécoise centrale, une banque centrale québécoise, une monnaie québécoise et, dans le fond, des outils de démocratie directe pour donner du pouvoir aux citoyens. Jamais ça a été abordé depuis 1967. Sacrément, ça fait 50 ans. Alors, quand le Parti québécois m'arrive avec ses solutions, je n'ai pas tendance à croire qu'il est vraiment là pour changer les choses. Et je lève mon chapeau aux militants du Parti québécois qui veulent bien croire en un pays où on leur dit, bien, écoute, il va peut-être y avoir, s'il y a des conditions gagnantes, un référendum. Un référendum, c'est un droit intrinsèque citoyen, c'est-à-dire que si on signe une pétition et qu'on obtient un certain nombre de signatures, c'est normal qu'on puisse, comme peuple, aller se prononcer. Ils le font en Suisse, pourquoi ne pas le faire dans une société quand même évoluée qu'est le Québec? Donc, pour moi, d'avoir le contrôle de sa monnaie, donc on sait que Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie Rothschild, disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et peu importe qui fait les lois ». Ben écoutez, je pense que ces gars-là savent de quoi ils parlent. On devrait peut-être tendre l'oreille et prendre un recul et dire, regarde, pourquoi qu'on ne serait pas propriétaire, nous, de la création monétaire? Parce que la monnaie, ce n'est que de la confiance. On crée de la monnaie et c'est la confiance qui la soutient. Je crois, moi, que la création monétaire ex nihilo doit être conférée exclusivement à une banque centrale détenue à 100%
par un État, mais par contre, la création monétaire actuellement est aussi créée par du prêt de banques privées. Ça, j'espère que vous en êtes conscients, là. Donc, on part d'un certain capital et on peut multiplier par 10 jusqu'à 12,5 avec les règles de Bâle. On a 1 $ de dépôt, on peut aller jusqu'à 10, 12,5 $ de création monétaire. C'est-à-dire, on n'a pas l'argent, mais on la crée. Donc, on fait croître la masse monétaire. Et c'est ça qui nous met en danger présentement parce qu'on crée de l'inflation, mais également, il n'y a rien pour soutenir cette valeur-là, qui est une valeur nominale, mais il n'y a rien de tangible pour la soutenir. Donc, moi, ce que je recommande dans un Québec souverain, on donne le pouvoir de création monétaire à une banque centrale, on charge les intérêts du marché, on va avoir une ristourne sous forme de dividende au niveau de l'État. Donc, effectivement, on va avoir une dette qui va se stabiliser et cette dette-là, de toute façon, on va se la devoir à nous-mêmes. Donc, ce ne sera pas trop stressant. Et il faut avoir également, en parallèle, des outils. Je ne parle pas de démocratie directe, je parle d'outils de démocratie directe. Donc, quand on est un jeune peuple, puis je peux vous dire que la responsabilité citoyenne au Québec, là, OK, on va arrêter de se compter des menteries, là, elle n'est pas là. Il y a des gars comme André Pitt là, qui font plein de vidéos, là, puis le monde, là, il écoute ça, il trouve ça drôle, mais sacrément, il faut qu'il catche le message aussi, là. Puis même chose pour M. Boulian, là, je le vois, c'est poumonné puis c'est épuisé à poster. Il pose beaucoup, là, mais vaut mieux d'en poster trop que pas assez. Mais une chose certaine, c'est qu'à un moment donné, c'est beau. Là, on est là pour essayer de réveiller les gens, mais c'est pas un show qu'on veut faire. C'est pas un show qu'on veut faire. On veut protéger l'avenir de nos enfants. C'est ça qu'on veut faire, là. Donc, on n'est pas là pour perdre du temps, parce que du temps, on n'en a pas de trop, là. Donc, tous ceux qui sont présents dans le mouvement républicain, je vous salue parce qu'on est tous des gens occupés et c'est souvent les gens les plus occupés qui donnent de leur temps. Ça, c'est une règle du jeu. Je peux vous dire que c'est une règle du jeu, puis je ne ferai pas de commentaires là, concernant récemment. Là, bref, il y a certains clients, des fois, qui ont bien du temps puis qui veulent qu'on se déplace puis qu'on leur rende service, mais en tout cas, c'est une autre histoire, là. Alors, moi, dans cette conférence-là, ce que je veux aborder, c'est si on est maître de notre levier économique, qui est la création monétaire, notre banque centrale. Si on a des outils démocratiques, donc des outils de démocratie directe, donc ici je parle de rappel d'un député lorsqu'il ne fait pas la job avec une pétition sur n'importe quel sujet, si on a un nombre atteint de signatures, peut-être même envisager un parlement bicaméral où est-ce qu'on va avoir les gens qui vont être élus normalement, selon le système électoral actuel, peut-être y aller avec une proportionnelle, serait peut-être bien de faire en sorte qu'on essaie de diviser un petit peu, morceler un peu, si on veut, les partis politiques qui prennent le contrôle, puis qu'après ça, ça devient une forme de dictature pendant 4 ans. Là. Donc, si on morcelle, comme le disait André Pitt, là, avec une conférence qu'il a fait avec un spécialiste en politique, le fait d'être obligé de s'allier, ça crée le compromis. Et selon moi, ce serait bien d'y aller avec une proportionnelle. Puis, quand je dis Parlement bicaméral, c'est que si on fait un tirage au sort pour élire une forme de Sénat citoyen dans lequel, un petit peu comme un jury, je suis obligé d'aller faire mon devoir citoyen, je fais 300 000 par année parce que je suis un médecin, ben tu vas l'avoir ton 300 000, tu as été pigé au hasard, tu fais un mandat de 4 ans, puis tu es obligé d'aller rendre ton service, mon homme. Ou chère dame, tu sais. Tu fais 25 000 par année, ben, tu vas avoir un salaire décent, tu as été pigé au hasard, tu vas faire 70 000 par année ou 75 000 par année, mais tu es obligé d'aller faire ton devoir citoyen. Puis dans 4 ans, bye-bye. Si on limitait le nombre de mandats également dans une vie à 2 mandats, probablement que le carriériste politique qui sert beaucoup les intérêts des lobbies ferait en sorte qu'on aurait des politiques qui seraient peut-être plus pour les citoyens et moins pour les lobbies aussi. Donc, ici, je sais, là, je ne veux pas embarquer dans tous les sujets. Ça prend une constitution citoyenne dans laquelle on va définir les règles du jeu. Mais si on donne les bons outils de départ, on va avoir une véritable souveraineté citoyenne. Ça ne sert à rien de faire la souveraineté puis d'avoir encore des larbins au pouvoir, puis encore un plus petit État dans lequel tu vas avoir encore les gros joueurs qui vont venir encercler les élus, ils vont les mettre dans leur poche, puis on ne sera pas mieux servi, là. Donc, je pense que si on parle de souveraineté citoyenne, moi, à ce moment-là, une souveraineté du Québec, ça me plaît, puis il faut ramener
le pouvoir aux citoyens, puis il faut lui donner des outils qui vont lui assurer, dans le fond, la pérennité de sa société. Puis présentement, c'est beau sur papier ce qu'on a. On peut parler de démocratie, on peut se masturber en regardant la fleur de lys, la feuille d'érable, mais à un moment donné, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir des vrais outils où est-ce qu'on est utile comme citoyen, puis on peut faire avancer des choses et que c'est pas juste gauche, centre, droite, puis que c'est du pareil au même. Parce que présentement, si tu es de gauche, tu fais des programmes de gauche, puis c'est du socialisme à crédit. C'est encore les mêmes qui gagnent. Si tu es de centre, c'est la même affaire. Puis si tu es de droite, ben on sait ce que c'est la droite. Là, je veux dire, c'est pas une vraie droite qu'on assiste. Là. Si on regarde aux États-Unis, on focus sur le militaire, où on coupe les impôts des corporations, tout le monde ferme les yeux sur les paradis fiscaux qui sont parfaitement légaux. On ferme les yeux. Donc, écoute, à qui ça sert? Ça sert encore aux grands créanciers que sont les banques privées. Donc, il faut qu'on arrête de se fermer les yeux, puis il faut qu'on agisse. Donc, si on a des bons leviers démocratiques, donc de démocratie directe comme citoyen, une banque centrale, notre propre monnaie, on sait que la fameuse crise en Islande, s'il n'y avait pas eu leur monnaie, mon Dieu, ils sont là. Puis une chance qu'on n'ait pas embarqué, ils étaient sur le point d'embarquer dans l'Union européenne, une chance qu'on n'a pas embarqué parce qu'il y a eu une dévaluation justement de la couronne islandaise ou du marque islandais, je pense que c'est la couronne islandaise. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça augmente les exportations et ça amène des touristes. Hein? C'est pour ça qu'on parle autant d'Islande depuis quelques années. Ça ne coûtait pas cher. Il y a eu une crise financière. Les gens ont afflué et puis ça a redonné une vigueur à l'économie islandaise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maîtres de leur monnaie et également, ils ont été maîtres de leur système bancaire puisqu'on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dans la rue, ils ont exigé de nationaliser les banques privées et ils ont foutu le gouvernement dehors. Il y a des bons vidéos là-dessus. Donc, mais le peuple islandais, contrairement au peuple québécois, je m'excuse, est un peuple qui est très responsable. Il sort dans la rue, il a une bonne stratégie, il applique sa stratégie et il règle le problème. Alors ici, si on passe du point A et qu'on va aller au point Z, je pense qu'il va falloir qu'on fasse B, C, D avant d'arriver à Z. C'est-à-dire, si on se donne certains outils concrets, comme le rappel d'un député ou du signage de pétition, mais ça va nous permettre de commencer à dire, waouh, quand ça ne fait pas l'affaire, là, Philippe Couillard, c'est un député, on pourrait peut-être le rappeler dans sa circonscription. Ils vont peut-être marcher les fesses un peu plus serrées. C'est un début. C'est un début. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que là, on est d'un extrême à l'autre et ça sert qui? Ça sert l'élite, ça sert les médias également de dire on va mettre le focus sur un parti comme le Parti citoyen. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le peuple décide. Le peuple décide. Ben oui, mais le peuple décide, je veux dire, ça prend quand même une certaine stratégie, là, je veux dire. Une société, c'est organisé une société, il y a des finances publiques, il y a des programmes sociaux, on ne peut pas dire ouais, ben là, on lève la main puis on défait tout ce qui est fait, on le fait, on le défait, on le fait, on le défait. Ça prend une certaine cohérence. Donc, le problème avec des partis comme le Parti citoyen, c'est qu'ils veulent devenir une démocratie directe du jour au lendemain, puis écrire une constitution tout le monde ensemble. Ben voyons donc. Puis ils ont de la misère à l'interne, à ne pas se donner des claques à la gueule, puis ça démissionne, ça change de parti. Il faut s'unir, il ne faut pas se diviser. Et pour ne pas se diviser, il faut être un peu moins idéaliste, puis un peu plus pragmatique, puis peut-être un peu plus pratique. Donc, faire ce qu'on fait là, de dire, il y a une conférence qui se donne le 17 juin, bien, commencez donc par vous lever le cul puis aller à la conférence au lieu de philosopher sur le web. Puis je ne parle pas des conférenciers, ils vont être là, eux autres. Mais le peuple là, qui dit ouais, ben là, lève-toi le cul, puis va à la conférence. Il y a 400 places de disponibles. Si tu ne te lèves pas le cul, tu es un larbin comme les autres. OK? Excusez, là, mais peut-être que je parle de façon crue, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se dise des vraies affaires. C'est bien beau là, de chatter et de dire je suis un guerrier du net, mais à un moment donné, il faut passer à l'action et il faut avancer. Ben, désolé, là, je sais que c'est cru un petit peu. C'est correct. Simplement... Écoute, Stéphane. Oui. Stéphane, moi, je peux te le dire là, quand même. Là, on organise le colloque au mois de juin. On a 480 places disponibles. Billets, mais c'est certain que moi, quand je regarde les gens en colère sur Facebook. Oui, mais Guy, tu as à peu près quoi? Tu as 50 billets de vendus. Là. À un moment donné, il va falloir que ça lève, puis il faut que les gens s'éveillent.
C'est ça que je suis en train de dire. Je regarde la colère des gens sur Facebook. Tout le monde chiale là, actuellement. Ben oui. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Il faudrait vraiment que les gens me disent, bon, là, il y a un événement qui a lieu. Je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'ai organisé l'événement du siècle. C'est pas ça que je dis. Mais on fait un événement pour réunir les gens. Ben là, ceux qui sur Facebook, ben, je le sais qu'il y a des gens qui sont en région. Ça, on les comprend, ils habitent loin de se déplacer pour oui. de transport limité. Mais ceux qui sont relativement près de Montréal ou à Montréal, s'il vous plaît, là, il faut vraiment lâcher Facebook. Oui. Il faut lâcher les réseaux sociaux. Venez